D'ailleurs, à la fin de la Première Guerre mondiale, quand il fallut transporter au Panthéon la glorieuse dépouille d'un soldat inconnu, la foule parisienne ne supporta pas l'idée qu'il fût souillé par Émile Zola. C'est ainsi que l'idée de l'Arc de Triomphe émergea et plut à tout le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Le livre est une arme. Continuez sur sa lancée, voilà bien cet esprit qui m'habite au moment de vous présenter la chronique 86A, Vers le roi de l'illustre Léon Daudet. Et oui, parce que, même si ce n'était pas celle prévue, l'idée d'enchaîner avec la suite, avec la prolongation des expériences de vie de Léon Daudet me paraissait bien plus judicieux. Alors, c'est dense, il se passe beaucoup de choses, voilà pourquoi je la scinde à nouveau en deux. Nous sommes donc après l'échec et la dissolution de la Ligue de la patrie française, juste après l'affaire Si veut-on, que je vous encourage à écouter si ce n'est pas déjà fait. Léon Daudet se lance corps et âme, comme sa personne le demande, il a toujours été ainsi, dans une nouvelle aventure destinée à sauver la France, l'Action française, si bien connue. Léon Daudet, sachez-le, a été convaincu par les arguments de la monarchie et des monarchistes très plutôt pertinents et sagaces. Surtout, il avait été déjà conquis, charmé par la personnalité de Monseigneur le duc d'Orléans. J'ai partagé d'ailleurs un discours de lui dernièrement sur le fil Telegram. Dans cette première partie, donc, nous évoquerons l'Action française, sa formation, ses oppositions et ses gloires. Pour rappel, le livre fut écrit en 1920 pour vous donner un petit repère historique, c'est-à-dire juste après la Première Guerre mondiale. Allez, Jean-Pierre Mariel. J'ai marché en pensant à la France. La pauvre. Essentiel, nous voilà, chers amis. Eh bien, nous nous étions quittés avec cette affaire Siveton qui a particulièrement laissé un goût amer dans la bouche de monsieur Daudet. Dans sa tête, ça a fait tilt. Il n'existe pas de bonne république. C'est la république tout court qu'il faut renverser de façon urgente pour la remplacer par la dictature. Et c'est ainsi que, chemin faisant, l'enterrement de Siveton les ayant rapprochés, Léon Daudet se lia d'amitié avec Vaugeois et Maurras, deux monarchistes, comme vous le savez. Et forcément, nous en arrivons à l'Action française, cet aréopage de penseurs de génie, tous réunis fidèlement derrière la figure d'un seul et unique homme, Charles Maurras, les Montesquieu, les Bainville, les Moreau, les Vaugeois. Et puis, la monarchie a cet indéniable avantage d'être incarnée par un homme, contrairement à la République, qui paraît vaine, vide. Au début du XXe siècle, Monseigneur le duc d'Orléans représentait la monarchie en chair et en os, comme une réalité vivante. Seulement, il fallut à l'Action française un organe de presse, c'est comme ça que cela fonctionnait à l'époque. Et ils se tournèrent tout naturellement vers la libre parole de Drummond. Léon Daudet joua quelque peu les intermédiaires, et c'est comme si Léon Daudet quittait la feuille antisémite et nationaliste pour une feuille de route monarchiste. Drummond n'était guère convaincu. La France descendait irrémédiablement vers l'abîme, pensait-il. C'était d'ailleurs la thèse de son essai « La fin d'un monde ». Donc, l'idée est morte dans l'œuf. Finalement, comme un splendide bateau lancé en haute mer, le journal de l'Action française fut publié grâce au financement de la fameuse Madame de Loane dont nous avons déjà parlé, entre autres. Beaucoup de Français conservateurs soucieux de l'avenir de leur patrie désiraient épargner à leur pays les suites fatales de l'erreur démocratico-plutocratique que sont invariablement la guerre, l'invasion et la ruine. En 1908, donc, sortit le premier numéro de l'Action française quotidienne, arborant comme devise, écoutez bien, c'est magnifique, « Tout ce qui est national est nôtre ». Je l'avais déjà lu, mais j'avais totalement oublié. Comment ai-je pu l'oublier? C'est magnifique. « Tout ce qui est national est nôtre ». À une époque où le pays dormait au bord de l'abîme, pour reprendre l'expression de M. Drummond, riant au nez de ceux qui évoquaient le péril allemand. En 1908, il ne fallait pas évoquer le péril allemand. Certains affirmaient même avec raison que les Boches, de toute façon, obtenaient déjà tout ce qu'ils voulaient et tout ce qu'ils désiraient en France. Pourquoi diable se lanceraient-ils dans une guerre? Quelques-uns,
des Républicains surtout, pensaient qu'il fallait jouer l'alliance avec l'Allemagne contre l'Angleterre, financés qu'ils étaient grassement par la haute banque jouissive de Vienne, de Francfort et de Berlin. Par exemple, ces républicains œuvraient pour l'introduction des valeurs d'État prussiennes à la Banque de Paris. Daudet voyait cela comme le premier stade de l'invasion. D'ailleurs, au Figaro et au Petit Journal, deux quotidiens conservateurs, la rubrique « Politique étrangère » était tenue par deux agents de Bismarck. En politique intérieure, le radicalisme anticlérical maçonnique, couplé à un socialisme germanisé, jouissivé, était le maître de la situation en France, qui d'ailleurs ne tenait plus du tout ses destinées. Exemple de sacrilège national, la translation des restes d'Émile Zola au Panthéon désaffecté, c'est-à-dire au dreyfusisme. C'est une véritable insulte envers l'État français pour Léon Daudet. À ce moment, un patriote tira sur Dreyfus, le blessant légèrement. Bien sûr, la presse en fit ses choux gras. Les politiciens français se voyaient en ce moment hués, insultés. Le gouvernement dut se calmer avec ce fétichisme dreyfusard qui commençait sérieusement à énerver les gens. D'ailleurs, écoutez bien cette histoire, je ne la savais pas, mais écoutez bien. D'ailleurs, à la fin de la Première Guerre mondiale, quand il fallut transporter au Panthéon la glorieuse dépouille d'un soldat inconnu, la foule parisienne ne supporta pas l'idée qu'il fût souillé par Émile Zola. C'est ainsi que l'idée de l'Arc de Triomphe émergea et plut à tout le monde. Concernant le journal, l'âme se nommait bien évidemment Charles Maurras, inlassable travailleur désirant lutter contre l'erreur républicaine d'un bon sens et d'une sagesse qui firent ses forces. La nécessité de la décentralisation administrative, par exemple, fut l'un de ses premiers jalons posés. À ce titre, la Ligue de l'Action française organisait des conférences à travers toute la France. Ils allaient au contact des gens. Des conférences suivies, appréciées, pleines de succès. Il faut dire que la victoire jouissive durant l'affaire Dreyfus avait ulcéré le grand public français. « Oh, vive le roi !» Les gens jetaient leurs chapeaux en l'air, dans le délire à la suite de ces conférences. Durant ce brassage d'idées, les membres de l'Action française laissaient la parole aux contradicteurs. Ils voulaient les convaincre par les arguments. L'homme chargé de réfuter avec élégance et bienveillance leur raisonnement, c'était toujours Bernard de Vezin. Quant à Vaugeois, il chérissait dans son contradicteur généralement socialiste révolutionnaire, il chérissait l'élève possible ou l'élève virtuel qui habitait en lui. Il parvenait toujours à faire croire que la rectification venait d'elle-même. Évidemment, déjà, à l'époque, les membres de l'Action française devaient affronter un comité d'accueil armé de bâtons et chantant l'Internationale. Cela ne vous aura guère étonné. Parlons maintenant réaction de la République. Parce qu'à force de conférences, à force de sillonner la France entre 1908 et 1914, Léon Daudet et l'Action française se sont imprégnés de l'amour de la logique qui est au fond de notre esprit national. Les auditoires les plus rétifs, les plus difficiles à échauffer demeuraient à coup sûr les conservateurs. Pour eux, le salut se trouve à gauche. Oui, réfléchissez à cela, je vous prie, réfléchissez à cela. Pour les conservateurs, le salut se trouve toujours à gauche. Mais ce qui était beau dans le mouvement de l'Action française, c'est qu'ils avaient conscience que leur combat pour la restauration monarchique ne serait jamais de tout repos. Ainsi, cela leur enlevait une certaine pression du résultat et par là même, cette petite bande joyeuse pouvait profiter du bon de la vie sans inquiétude exagérée. L'amitié, le soleil, la beauté, la bonne table, les causeries, la bonne humeur les englobaient. La République au départ, entre 1900 et 1908 disons, pratiquait le silence à l'endroit de l'Action française. Puis, à partir de 1908 donc, la calomnie et l'intimidation. C'était Clémenceau pour la manière forte et Aristide Briand pour la manière hypocrite. Clémenceau était d'avis de coffrer les membres de l'Action française, alors que Briand préférait l'idée de dissoudre le mouvement par le dedans, en vraie perfidie. Et devinez qui complotait avec Briand pour anéantir l'Action française? Devinez. Ah, si vous avez suivi notre précédente chronique, le nom giclera de votre bouche. Arthur Meyer. Eh oui, le jouissif Arthur Meyer, l'étonnant Mathusalem du journal Le Gaulois.
Est-ce si surprenant finalement? Car la fortune politique de Briand reste dans la sphère de l'incompréhensible. Ignorant, paresseux, fourbe, homme de gauche. Qui l'a soutenu et avait intérêt à soutenir ce politicard rusé qui a donné son nom à nos rues et encore à nos lycées aujourd'hui? Rappelons-le. Mais les républicains, pour renverser l'Empire, n'hésitèrent pas à recourir à l'insurrection devant l'ennemi. L'Action française, elle, met la patrie au-dessus de tout. Et dès 1914, ses membres furent les plus dévoués des Français. Ils allaient se battre pour la République, alors qu'ils étaient monarchistes. La formule de l'union sacrée demeure pour l'Action française sacrée, alors que la presse parisienne passait à la solde de l'ennemi, que ce soit de l'extrême gauche ou même à la droite républicaine. Voilà pourquoi la République envoyait des mouchards. Par exemple, un policier se faisant passer pour un employé de commerce qui s'est infiltré au sein de l'Action française. Les camelots le remarquèrent de suite et un soir de conférence se jetèrent sur lui, le ligotèrent et le posèrent ainsi sur l'estrade, exposé dorénavant au quolibet avec une pancarte définissant son rôle. D'ailleurs, il arrivait souvent que la police officielle fût incomparablement inférieure au comité des camelots et s'adressait à lui pour des renseignements quant à la sécurité des rues ou quant à certains suspects. Toujours est-il que pour contrer l'importance prise par les camelots du roi, par les étudiants de l'Action française, les républicains fondèrent l'institution des jeunes gardes. Il leur fallait s'opposer aux bataillons royalistes. Si jamais un jour il y avait une bataille dans les rues, il leur fallait une espèce d'armée de la rue. Et c'était ça, les jeunes gardes. Seulement si les camelots prenaient en toutes circonstances la défense des intérêts français, les républicains, eux, prenaient le contre-pied de façon naturelle, on va dire, et servaient le météchisme, l'étranger et évidemment l'Allemagne. Terminons par ce long dernier chapitre, le plus important qui va parler justement de l'action menée par l'Action française, puisque le premier terme, c'est bien le terme action, ce qui voulait dire quelque chose, évidemment. Et la première objection faite à l'Action française dès le départ, dès sa création, sorte d'argument ritournel que l'on entend encore aujourd'hui, c'était de dire que la monarchie était un régime périmé. Le fleuve ne remonte pas à sa source, disait-on comme argument. Personnellement, j'ajouterais, en espérant que Léon Daudet ne m'en veuille pas de parler au-dessus de ses idées, j'ajouterais donc que la métaphore filée par les anti-monarchistes est absurde. La République ne découle pas de la monarchie comme le fleuve découlerait de sa source. C'est même d'ailleurs la principale critique à faire à la République. C'est un régime spontané, artificiel, qui ne respecte pas l'histoire même de notre pays, l'essence même de la France, et qui donc ignore délibérément sa source. Bref, reprenons. Malgré cela, le mouvement Action française commença à attirer la jeunesse, les 18-25 on dirait, à Paris surtout, au départ. Parce que oui, au départ, ces jeunes distribuaient le journal du mouvement, d'où l'appellation plus tard les camelots du roi. Et un camelot, c'était quelqu'un qui distribuait le journal. Puis ils devinrent une force nationaliste au service de la patrie, au service du roi. Les camelots du roi mettaient des raclés aux révolutionnaires des sans-patries ou assuraient les cortèges en l'honneur de Jeanne d'Arc. Lors de la Première Guerre mondiale, des milliers d'entre eux furent mutilés, blessés, tués au champ d'honneur. Pour la République, rappelons-le. Il est donc devenu impossible de les calomnier. Après la guerre d'ailleurs, leur nombre a décuplé, alors que leurs trois chefs étaient mutilés, portant sur eux les stigmates de leur courage. Mutilés et respecté, indiscutablement. Les faits parlent, hein. Cette génération née entre 1887 et 1900, nous dit Léon Daudet, c'est-à-dire durant une période nationaliste, par le boulangisme et après des périodes nationalistes, se veut bien supérieure à ses aînés, héroïque, lucide, travailleuse, mais aussi très politisée, qui lisaient les journaux et qui, par là même, venaient grossir les rangs royalistes, nonobstant les injonctions républicaines à l'école ou au lycée. Car c'est dans le monde conservateur, libéral, que l'institution des camelots du roi fut d'abord le plus violemment critiquée, vilipendée. Ben oui, on leur a appris qu'ils pouvaient tous se permettre contre les catholiques et les patriotes, et que personne ne s'en plaindrait. Alors ils se gênent pas. L'Action française changea cette perspective.
comment elle va faire? Elle va retourner l'opinion publique de son côté. Comment fait-elle? Par exemple, les statuts des Dreyfusards étaient brisés, sans jamais que l'on retrouve les vrais coupables. Et ça, la population aimait bien, parce que contrairement à ce qu'on vous laisse penser aujourd'hui dans les écoles, eh bien, l'époque était totalement anti-Dreyfusarde, surtout au lendemain au lendemain de l'affaire, si vous voulez. Les gens en avaient marre. Donc, ils brisaient les statuts. Ça plaisait aux gens. Deuxième, Aristide Briand fut giflé par Lucien Lacour, qui prit 2 ans de prison. Ça a beaucoup plu, ça. Troisième, alors que la commémoration de Jeanne d'Arc était officiellement interdite, eh bien les camelots n'en avaient cure. Ils n'écoutèrent point, et ils recueillirent des milliers de jours de prison juste pour cela. Plus ils s'entêtaient, plus ils gagnaient des prosélytes. Les Français voyaient bien leur persécution. Et puis, alors là, écoutez bien et admirez, chers auditeurs, admirez, c'est extraordinaire. Et puis en 1910, Paris connut de terribles inondations. Des gens se retrouvaient isolés, cernés chez eux, la police était débordée, surtout qu'il y avait des gens qui rachetaient des barques pour les revendre beaucoup plus cher. Il y avait tout un trafic qui était mis en place et c'était très difficile de joindre certaines personnes. Les camelots, eux, louèrent des barques, achetèrent des vivres, du pain, du vin, du pâté de foie, qu'ils allèrent distribuer dans les cités ouvrières de Bercy à Draveil. Le public royaliste, c'est le plus généreux, nous dit Léon Daudet. Quand il a de l'argent, il le donne. Quand il n'en a pas, il donne sa peine ou ses prières. Ensuite, nombre de camelots rebâtirent des maisonnettes détruites par la rage de l'eau. Voyez ce qu'ils réussirent à faire? Le journal devait servir d'axe de ralliement, de boussole pour les étudiants et même pour quelques professeurs dégoûtés de ce qu'était devenue l'université française. En fait, à partir de 1885, la République avait fait son œuvre en abaissant le niveau intellectuel du haut corps enseignant, en philosophie, en histoire, en esprit critique. Des doctrinaires, des crétins, des falsificateurs occupaient les postes importants de défense intellectuelle nationale. Tous étaient tournés contre la patrie, contre la religion catholique, contre nos grands souvenirs, contre nos dates de commémoration. Tous avaient embrassé la dialectique jouissive et la théologie protestante kantienne. Le journal, disions-nous, aggloméra autour de lui un fort groupe d'étudiants par paquet de 20, par paquet de 100. La jeunesse, c'est la clé de l'avenir. Quiconque la tient par l'esprit tient l'avenir. Et la jeunesse, et la pensée avec la jeunesse. Car pour l'Action française, le libéralisme abétit, engendre la confusion entre le bien et le mal, et plus que tout, oppose la pensée et l'action. Souvenez-vous, Action française. Au sein de l'Action française, Vaugeois en tête, on vivait selon le principe que l'action découle de la pensée. Une pensée politique dénuée d'action reste insignifiante. La pensée de saint Thomas d'Aquin a forgé toute entreprise bienveillante et généreuse. Celle de Richelieu a propulsé la politique féconde de la France. La pensée de Spinoza commandait, elle, toujours, le pouvoir jouissif. La démocratie reste avant tout une considérable arnaque puisqu'elle laisse supposer l'idée que la parole vaut l'action. Le politicard a parlé, donc il aurait agi. C'est à ça que sert le Parlement. Ainsi, pour clore cette première partie, je vais vous narrer l'histoire de Maxime Delsarte. Elle est significative de l'époque. Elle résume à elle seule le courage des hommes qui composaient l'Action française et surtout qui va mettre en lumière leur mentalité. Aux alentours de 1910, le cabinet de Clémenceau se mit à persécuter un bataillon de jeunes royalistes dont le chef se nommait Maxime Delsarte. Plus précisément, c'était le jouissif Schrammeck, devenu plus tard sénateur. À l'époque, il était directeur du service pénitentiaire, qui fit passer à tabac le fameux Maxime. L'Action française s'empara de l'incident, le mit sur la place publique. Clémenceau était obligé de convoquer Maxime et Schrammeck et organisa une confrontation qui tourna largement à l'avantage du jeune royaliste qui n'était pas un menteur, contrairement au grand nez. Seulement, la guerre éclata, ravageuse. Maxime y alla et y perdit un bras. Mais Clémenceau et lui se revirent après 1918 et, croyez-le ou non, ils devinrent de bons amis.
le vieil ogre républicain avec le jeune loup royaliste. Voilà une vraie union sacrée. Clémenceau avait reconnu et privilégié le héros en Maxime. L'histoire n'est pas terminée. Parce que, faisons un tout petit retour en arrière. Quelques mois avant la guerre, justement, quelques sinistres élèves des beaux-arts, des charognes gauchistes de l'époque, eurent l'imbécile idée de peindre et de promener dans la rue un panneau obscène de Jeanne d'Arc. Maxime se jeta sur le cortège, seul, et éventra le panneau à coups de canne. Évidemment, il fut précipité au sol et frappé à coups de talon. Il s'en sortit avec un nez cassé et fut, comme de bien entendu, traduit en police correctionnelle et échappa de peu au renvoi de l'école. L'action française se déplaça pour l'occasion. Daudet, Vaugeois et Pugeot allèrent parler avec le directeur de l'école et présentèrent leur ferme remontrance. Pour l'action française, il n'y a rien, depuis le sacrifice de la Passion, de plus beau, de plus pur que l'histoire de Jeanne d'Arc, comme une suite des évangiles, glisse Léon Daudet, là où le divin palpite dans l'humain, comme une étoile au-dessus de la patrie. N'oublions jamais que ce sont les camelots du roi qui imposèrent à la République une fête à l'honneur de Jeanne d'Arc.